Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle session Twitch dédiée à la Z700, tout ce qui est réseau dans Azure. Donc d'abord, avant de parler de protection des DOS, on va définir ensemble ce que c'est que les attaques par déni de service distribué, donc ce qu'on appelle le fameux DDoS. Le principe, c'est que l'attaquant va prendre le contrôle de ce qu'on appelle des bots. Donc, c'est des machines. Ça peut être votre poste de travail, par exemple, celui sur lequel vous suivez cette session. Ça peut être des serveurs dans votre entreprise. Et en prenant le contrôle de ces serveurs, de ces machines, il va les transformer en zombies d'une certaine façon. Et ça va leur permettre à ces hackers, à ces attaquants, en prenant le contrôle de vos ressources, de lancer des attaques distribuées sur des cibles qui sont accessibles publiquement sur Internet. Donc, une attaque DDoS, en règle générale, ça permet de faire tomber un site web, par exemple, à base de requêtes de trafic inutiles. Donc, on va faire un ping depuis des milliers de serveurs à un même instant sur un site web. Le site web va recevoir tous ces pings. Et en plus de ça, vous savez que quand il y a un ping en informatique, on attend un pong. Sauf que l'adresse de réponse du ping, ça va bien souvent être le serveur lui-même qui est attaqué. Ce qui fait qu'il va se répondre à lui-même. Et donc, en RAM et en disque, petit à petit, il va swapper. C'est-à-dire que quand la RAM sera remplie, à force de répondre aux requêtes, il va swapper sur le disque. Et quand le disque sera rempli, en gros, on aura un écran bleu et le serveur tombera. Donc, le principe, c'est vraiment de surcharger la cible de requêtes inutiles. Et ça permet de faire tomber des firewalls, ça permet de faire tomber des sites web. Parce qu'à force de recevoir du trafic illégitime, on se retrouve avec un dispo du service et donc avec une sécurité, une brèche de sécurité qui est déployée, qui atteint l'entreprise. Vous avez plusieurs types d'attaques DDoS. Vous avez ce qu'on appelle les attaques volumétriques, les attaques de protocole et les attaques sur la couche applicative. Donc les attaques volumétriques, le principe, c'est qu'on va submerger la couche réseau d'une quantité énorme de trafic, apparemment légitime. Donc souvent, on va entendre parler de saturation UDP, saturation par falsification de paquets, ce que je viens de vous expliquer avec le ping et le pong, etc. etc. Et souvent, les requêtes, c'est plusieurs gigas, voire plusieurs téraoctets, comme on a pu le voir sur certaines attaques il y a quelques temps sur le réseau global Azure. Donc ça, c'est l'attaque volumétrique. Ensuite, on va avoir l'attaque qu'on appelle de protocole. Où là, ça va plutôt travailler sur la couche 3 ou la couche 4 du protocole OSI, du modèle OSI, pardon. Et on va inclure des attaques par saturation qu'on appelle des SYN, SYN, et des attaques sur des différents protocoles. Ça, c'est la deuxième méthode. Donc, attaque volumétrique, attaque par protocole. Et après, on a l'attaque sur la couche applicative. Donc, la couche applicative dans le modèle OSI, c'est la couche 7. Donc, c'est sur le protocole HTTP et HTTPS. Et là, on va entendre parler de injection SQL, de cross-script, d'injection cross-script aussi. On va parler de Log4j, de Spring4Shell. Et pour se prémunir contre ce type d'attaque, on va souvent utiliser ce qu'on appelle un WAF, un Web Application Firewall. Vous voyez, les attaques volumétriques, les attaques de protocole ou les attaques sur la couche applicative, en fait, tout ça est géré dans Azure, sur les services Azure, via une protection des DOS qu'on appelle basique. C'est-à-dire que nativement, tous nos services Azure, dans toutes les régions Azure, dans tous les abonnements Azure, ont une protection DDoS qui est intégrée. Le truc, c'est que parfois, vous allez avoir des requêtes qui vont être faites, qui vont surcharger un load balancer Azure, qui vont surcharger une IP publique de votre site web dans Azure. Et au bout d'un moment, Azure aura du mal à suivre l'attaque et on va devoir scaler votre environnement pour répondre à ce type d'attaque. Imaginez votre site web, il est hébergé sur une web app ou sur une VM Azure. Vous avez un nombre de requêtes qui est envoyé qui est conséquent. Et ce que va faire Azure, c'est qu'il va scaler horizontalement le service. C'est-à-dire qu'il va créer des nouvelles instances de votre web app ou de vos VM. Le problème de cette méthode, c'est que vous allez payer plus cher pour répondre à des requêtes qui sont illégitimes. C'est là où, de mon point de vue, il est intéressant de travailler sur la protection des DOS qu'on appelle standard. Alors, avant,
la protection DDoS standard pour 100 IP, parce qu'en fait, quand vous l'activiez, c'était uniquement pour 100 IP publics, c'était à peu près 3000 $ par mois. Donc, autant vous dire que 3000 $ par mois, c'est quand même un budget conséquent pour une entreprise. Mais depuis peu, on vous propose une protection par IP. Et là, en gros, c'est à peu près, encore une fois, 300 $ par mois. Donc par IP public, puisqu'on a vu que les attaques DDoS étaient sur des cibles qui étaient sur Internet. Donc dans quel cas on va utiliser, de mon point de vue, la protection DDoS standard, qui est payante, versus la basique? Dans le cas où vos ressources vont être scalées, donc sur la cible, il va y avoir un scaling qui va entraîner un surcoût. Donc ça va augmenter la facture Azure. Et donc dans ces cas-là, vous pourrez demander, si vous avez activé la protection DDoS standard fournie par Microsoft et qui est payante, vous pourrez demander à Microsoft de vous fournir un avoir pour compenser le scaling de vos ressources, horizontalement, je parle. Donc c'est le premier argument. Le deuxième argument, quand vous utilisez la protection standard, c'est que vous avez accès à une équipe qu'on appelle la Rapid Response Team, RRT, Rapid Response Team. Et cette équipe, elle va avoir accès aux équipements réseau Azure d'une certaine façon et va être capable de dropper les requêtes des adresses IP qu'on juge illégitimes par rapport à une région du globe, par exemple, ou par rapport à une plage d'adresses IP qu'on sait être utilisée par les hackers pour attaquer votre site web ou tout autre, ou votre load balancer Azure, etc., etc. Donc en gros, moi, de mon point de vue, ça ne sert à rien d'utiliser la protection DDoS standard, sauf si vous avez subi une attaque qui a engendré un surcoût, et sauf si vous voulez aller pouvoir mitiger l'attaque un peu plus précisément dans Azure, grâce justement à l'équipe qu'on appelle la Rapid Response Team. C'est globalement les deux critères. Maintenant, il faut savoir que la protection DDoS, elle peut être complétée avec l'utilisation d'un WAF. Ça ne s'exclut pas. Sauf que le WAF, lui, travaille sur la couche 7, alors que la protection DDoS, elle fonctionne sur la couche 3 et la couche 4. Donc ça, c'est un point important. Et vous aurez, en activant la protection DDoS standard, une surveillance permanente du trafic. On va pouvoir optimiser le filage de l'attaque. Et puis, oui, je pense que c'est déjà pas mal. Vous avez un analytique des attaques. Vous allez pouvoir recevoir des rapports détaillés toutes les 5 minutes pendant une attaque. Un résumé complet une fois l'attaque terminée. Vous avez les métriques des attaques à disposition. Vous avez même une alerte. Donc, on va pouvoir recevoir des alertes lors de l'attaque. Et puis, encore une fois, vous avez accès à cette fameuse Rapid Response Team. Et vous recevrez un crédit Azure lorsque il y a une mise à l'échelle de votre applicatif suite à une attaque DDoS. Donc pour moi, les deux critères, ou plutôt le critère qui fait que vous allez utiliser ce service, que vous allez l'activer, c'est vraiment le fait que vous vouliez avoir un avoir suite à une scalabilité de votre service déclenché depuis une attaque. Si on va sur le portail Azure, donc je vous ai dit que tous les services Azure avaient une protection DDoS basique. En fait, vous ne la voyez pas, elle est intégrée. Sauf que si moi, je veux utiliser la version standard, je tape DDoS Protection dans le Search Resource en haut. Et là, je vais créer une instance de mon service. Donc, dans mon groupe de ressources RGDemo-ATT, je vais l'appeler DDoS Protection Prod. Je choisis la région. Par exemple, on va dire North Europe. Et là, je fais un Review and Create. Et un Create. Et dans quelques instants, on va avoir le service qui est déployé. Mais ce service déployé, au final, il ne sert à rien en l'état parce qu'il ne protège aucune ressource. C'est pour ça qu'après, vous voyez là, il est déployé. On va pouvoir aller dans Protected Resources, faire un Add et donc protéger des ressources qui sont dans un VNet, par exemple. Donc là, clairement, je protège les ressources qui sont dans un VNet et qui ont une portée publique. Je protège l'IP public ou les IP publics de l'Azure Firewall, de mon application Gateway, qui est un load balancer couche 7, de mon Bastion, qui est une IP publique, de mon load balancer global,
qui lui fonctionne sur les couches 3 ou 4. Je peux protéger l'adresse IP publique d'une VM en particulier, représentée par une NIC. Les adresses IP qui sont derrière un VMSS. Donc, si j'ai un load balancer ou si j'ai un VMSS avec une IP publique, les adresses IP seront protégées. Et si j'ai une liaison VPN ou une liaison ExpressRoute entre mon réseau on-premise et Azure, c'est toujours sur une IP publique que s'effectue l'interco entre votre VPN on-premise et votre VPN Azure. Et vous allez pouvoir protéger l'IP publique de ce VPN dans notre cas. Donc, vous voyez, service très simple à mettre en place. Vous pouvez ajouter les ressources à protéger. Et si on va dans la calculatrice Azure, vous avez deux modes de facturation, soit par IP, où là, c'est à peu près 189 $ dans mon cas, soit pour 100 IP. Et là, vous avez une protection qui n'est pas loin de 300 $, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et après, vous pouvez rajouter par IP supplémentaire public, vous comptez 29 $ par mois. Donc la protection pour 100 IP, on voit bien que le prix il est quand même assez conséquent. Et donc l'entreprise doit se poser les questions de OK, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de protéger 100 IP publics? Il vaut mieux passer par une version par IP. Vous payerez bien moins cher. Et là, on a vu que c'était 200 $, ce qui est correct pour la protection des DOS et avoir un avoir sur les ressources qui seraient scalées. Alors, au niveau des fonctionnalités proposées, je vais vous présenter sur la tablette. Je vous en ai parlé de certaines, mais elles sont toutes listées ici, ce qui peut être intéressant à connaître. Donc, en fait, à gauche, j'ai la protection basique. Et là, j'ai la protection standard qui couvre tous ces services-là. Donc, je vous ai parlé de métriques, d'alertes, de rapports qui sont générés toutes les 5 minutes, d'avoir accès à la rapid response team, c'est ici. Et puis le cost protection, le fameux avoir dont je vous parlais, qui est ici. Donc, vous voyez, tous ces services-là viennent en complément du basique, mais pour le coup, sont facturés par Microsoft. Voilà. Et puis, alors, c'est ce que je vous disais à l'instant. Vous avez deux types de protection. Soit par IP, c'est ici, l'IP du load balancer. Soit pour protéger toutes les VM qui sont dans un VNet, par exemple. Et là, on n'a pas une IP, mais plusieurs. Donc, ça peut aller jusqu'à 100 IP par défaut. Mais là, le prix n'est pas le même puisqu'on est de l'ordre de 3000 $ par mois. Voilà pour la protection des DOS. Donc, Defender for Cloud a deux versions, une version gratuite et une version payante. Donc, pour rappel, Defender for Cloud, ça va vous donner des recommandations sur des bonnes pratiques de sécurité à mettre en place sur vos ressources Azure pour améliorer votre posture sécurité globale. Mais ça vous permet aussi d'appliquer des policies basées sur des normes de sécurité type ISO 27001, SOC 1, SOC 2, etc. pour être compliant avec des normes internationales de sécurité. Donc là, je suis dans Overview. La première chose, c'est qu'ici, je vais avoir ma posture de sécurité. Donc, on voit que j'ai un score qui peut être vu comme bon, mais de 58% en termes de sécurité sur mes ressources Azure et sur l'abonnement Le Mordor en particulier. Alors, 58%, c'est pas beaucoup. Donc, il a vu que sur 22 ressources checkées, il y en avait 17 qui n'étaient pas super bien sécurisées. Donc là, j'ai plus qu'à cliquer sur View Recommendation. Et ici, il va m'afficher, voilà, par exemple, j'ai une machine virtuelle qui s'appelle W2K19. Et là, vous voyez que je n'ai pas activé ADE dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de BitLocker sur ma machine Windows. Donc, ça veut dire que si on récupère le VHD, on peut le démarrer sur un hyperviseur type Hyper-V déjà. Pareil, qu'est-ce qu'il me dit d'autre? J'ai pas d'endpoint protection sur ma VM. Ça veut dire que j'ai pas d'antivirus. J'ai pas installé, je sais pas moi, du i7 Note 32, du Checkpoint, Donc, si vous voulez, vous pouvez déployer via l'intermédiaire de Defender for Cloud un antivirus. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que toutes ces recommandations, Defender for Cloud va vous proposer, pour certaines, de les fixer pour vous. C'est-à-dire qu'il est capable d'activer, vous voyez, pour par exemple l'activation d'ADE, donc le fait de chiffrer un disque à l'aide de BitLocker via une version managée,
eh ben, soit il vous fait un follow encryption instruction, et là, dans ces cas-là, en cliquant dessus, on va vous renvoyer vers la doc sur comment chiffrer un disque, quelles sont les étapes sur une machine virtuelle Azure. Soit vous pouvez créer une exception, soit vous pouvez déclencher un trigger, donc déclencher une action offerte par Defender for Cloud pour corriger le problème pour vous. Donc il y a certaines actions, c'est ce qu'on appelle du fix-it, qui peuvent être corrigées directement par Defender for Cloud. Donc vous le voyez, il y a plusieurs recommandations. Par exemple, là, il me parle d'une web app qui s'appelle Linux Demo PP69. Et cette web app-là, eh ben, on n'a pas créé une identité managée dessus. Donc là aussi, il va me proposer soit de suivre la doc, soit de le faire pour moi, soit de créer une exception. Et donc les problèmes qui sont remontés peuvent être critiques, dans ces cas-là, ils apparaissent en rouge, peuvent être médium, en orange, orange jaune, ou peuvent être low, en bleu. Et vous avez une security posture qui est proposée sur tous vos abonnements Azure. Donc là, moi, je l'ai activé que pour l'abonnement Le Mordor, mais dans mon tenant, j'ai 3 abonnements. Et donc, vous pouvez avoir une posture globale. Ça, c'est la première étape. Deuxième chose, tout le monde a peut-être entendu parler de XZ, qui est une vulnérabilité sur les machines Linux. Et cette vulnérabilité, elle a un rating qui est associé à 10. Et donc là, typiquement, vous pouvez très bien faire un find impacted VM et Azure va vous proposer sous forme graphique de checker que la CVE 2024-3094 a bien été installée et que en mitigation de vérifier que le port 22 n'est pas disponible sur Internet. C'est-à-dire que votre VM, elle serait disponible via un bastion, mais pas via une exposition directe. Donc, vous voyez, il est capable aussi de créer des templates pour vous permettre de checker des CVE et de mitiger les CVE en fonction des ports qui pourraient être ouverts, etc. Et là, je fais un search. Alors, j'ai pas de machine, j'ai que des machines Windows déclenchées, donc forcément, il ne trouve rien. Mais vous voyez que c'est plutôt bien fait de mon point de vue. La compliance, donc la compliance, c'est un sujet important. Il faut savoir que par défaut, Microsoft vous propose d'utiliser ce qu'on appelle le Microsoft Cloud Security Benchmark, qui est un ensemble de bonnes pratiques de sécurité pour tous les pans d'un système d'information qui sont listés avec des paramètres à checker. Par exemple, l'aspect sécurité réseau, l'aspect gestion des identités, l'aspect les accès privilégiés, l'aspect protection des datas, etc., etc. Alors, j'ai une question. Salut McFly. J'ai une question de Natouille. Tout ce qui est critique doit être corrigé. Alors, il vaut mieux que ça soit corrigé. Maintenant, si tu ne le fais pas, eh ben, il se peut que tu aies une surprise en termes de sécurité. Il n'y a aucune obligation dans Defender for Cloud à corriger les failles critiques. Maintenant, typiquement, il va remonter que vous avez un storage account avec des conteneurs qui sont accessibles en public. Si ces conteneurs contiennent des informations sensibles pour l'entreprise, ça serait vraiment dommage de ne pas prendre en compte les recommandations gratuites de Defender for Cloud. Voilà. Donc après, c'est quel est le risque versus combien ça va me coûter de corriger les failles de sécurité. Et on dit souvent en informatique que la sécurité a un coût, mais ça n'a pas de prix. Donc je pense que moi, à titre personnel, il faut corriger du mieux possible si ça n'impacte pas la prod. Donc j'en reviens au Microsoft Cloud Security Benchmark. Vous allez avoir un certain nombre de recommandations. Par exemple, vous voyez déployer une protection DDoS, déployer un WAF, détecter et désactiver des services et des vieux protocoles. Donc vous voyez toutes ces recommandations qui sont des recommandations de bonnes pratiques, qui sont logiques, et bien tout ça peut être généré dans un rapport qu'on appelle l'audit report. Soit vous utilisez dans ce rapport tout ce qui concerne les security benchmarks proposés par Microsoft, mais vous voudrez peut-être avoir une attestation sur la conformité de nos infrastructures en termes de ISO 27018, ISO 27012, etc., etc. Et donc, vous avez la possibilité de télécharger ces rapports directement ici. Voilà. Et là, vous allez avoir ces rapports proposés et générés automatiquement par Microsoft sur les normes de sécurité qu'on a passées suite à des audits indépendants sur les services Azure, etc., etc. Donc là, on voit
différents services Azure, et pour chacun, la conformité ou pas à l'ISO 27001 ou autre. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis, vous avez ça pour de l'ISO, du PCI, du SOC, etc., du government. Vous pouvez, il faut le savoir aussi, créer vos propres policies. Donc, dans Regulatory Compliance, vous allez pouvoir créer des policies de sécurité que vous allez appliquer à vos tenants de groupe, à vos abonnements, etc. Et ce que je ne vous ai pas montré, c'est que vous pouvez faire un download report, ici, basé sur le Cloud Security Benchmark au format PDF pour l'abonnement Le Mordor. Et là, hop, il a généré le rapport. Et vous allez avoir un rapport que vous pouvez donner à vos auditeurs, mais basé sur vos ressources. Donc, ce n'est pas un rapport global sur la conformité de l'infrastructure Microsoft, mais on a pris votre abonnement, on a regardé les services que vous utilisiez, et pour chaque service que vous utilisiez, on a regardé si vous passiez ou pas les tests. Alors, c'est pour du Cloud Security Benchmark, mais ça peut être de l'ISO 27001, etc., etc. Et donc, vous avez le degré de compliance. Ça vous permet d'avoir une bonne base avant que vos auditeurs viennent pour vérifier la compliance de votre infrastructure. Voilà pour vos propres rapports de sécurité, Download Report, le fait que vous puissiez créer vos propres policies, Manage Compliance Standard, le fait que vous ayez des rapports des auditeurs sur la conformité des services Azure basés sur des normes différentes. On a vu, c'est Audit Reports. Donc, c'est plutôt intéressant d'avoir cette posture sécurité. Il faut savoir aussi que vous avez la possibilité de visualiser des alertes de sécurité sur vos ressources Azure. Donc là, moi, j'en ai pas, donc tant mieux. Vous avez la possibilité d'avoir un inventaire de vos ressources et par ressource, d'avoir un niveau de sécurité plus ou moins, des recommandations en termes de sécurité plus ou moins fortes en fonction de ce qui est remonté. Il faut savoir aussi que vous pouvez activer des fonctionnalités de sécurité supplémentaires, mais là, ça devient payant via Defender for Cloud. Je vous donne un exemple. J'ai une VM Azure qui s'appelle W2K19. Elle est là. Et cette VM Azure, elle n'est pas raccordée à un bastion pour l'instant, mais la question n'est pas là. C'est que si je vais dans Network Setting, on voit dans son NSG que quelque part, on autorise en inbound le 3389. Alors là, on a des règles chez Microsoft qui le désactivent, mais par défaut, pour les clients, c'est toujours 3389 autorisé en ENI. Même si ce n'est pas une règle super sécure. En tout cas, c'est ce qui permet d'accéder à une machine virtuelle dans Azure sans avoir accès à un VPN, un bastion ou une liaison ExpressRoute. Le truc, c'est que je voudrais peut-être améliorer la sécurité de ma VM pour n'ouvrir le port 3389 que pendant un temps prédéterminé. Et là, il suffit d'aller dans Configuration sur votre machine virtuelle et de faire ce qu'on appelle un Just-in-Time, Enable Just-in-Time. Le principe, c'est que dans ces cas-là, dans Defender for Cloud, vous voyez, c'est activé, je vais pouvoir, moi en tant qu'admin, si j'ai besoin d'accéder à une machine virtuelle sur le port RDP pour faire des actions, je vais sélectionner cette machine virtuelle, je vais faire un Request Access, je vais dire que c'est sur mon IP public, depuis mon IP public, je vais accéder à ma machine virtuelle. Je vais dire que j'ai besoin d'accéder pendant 1 heure à cette machine virtuelle et que j'y accède parce que j'ai besoin de redémarrer un service qui s'appelle 2IS sur ma machine virtuelle. Et là, il va faire un open port. Et donc, il va aller configurer le NSG pour ouvrir le port 3389 pour mon IP public pendant un temps prédéfini qui est d'1 heure. Et là, si je retourne sur la configuration de réseau de mon NSG, sur ma VM, alors on va aller clairement au niveau de la NIC, voilà, ici. Donc ici, j'ai le NSG qui s'appelle W2K19, on va aller regarder celui-ci, et vous allez voir que dedans, voilà, on a une règle maintenant qui a été créée, qui dit qu'on deny les accès à ma machine virtuelle sur le port 3389, mais on a une autre règle qui a été créée avec une priorité plus élevée, donc un chiffre plus bas, qui est priorité 100, et donc qui sera prioritaire sur la règle dont je vous ai parlé juste avant, qui dit que depuis mon IP public, je peux accéder à ma machine virtuelle, et ça pendant 1 heure. Et dans 1 heure, ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, cette règle-là, la fameuse règle 100, elle va disparaître, parce qu'il aura considéré que j'aurais utilisé le temps qui m'était imparti pour redémarrer le service de ZIS, puisque j'ai demandé un lapse time, un temps d'accès d'1 heure à ma VM.
Alors oui, Benoît Phil, par rapport à Defender for Cloud, tu peux avoir un rapport automatique qui t'est envoyé par mail pour suivre l'état. C'est ce qu'on appelle les alertes dans Defender for Cloud. Donc oui, tu peux le faire. Tu peux créer des alertes pour recevoir des rapports automatiquement. Tout à fait. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Defender for Cloud. Donc c'est un service qui est gratuit, mais qui peut devenir payant en fonction de nouvelles fonctionnalités que vous voudriez utiliser dans Azure. Autre point, on va parler cette fois des NSG. Donc je viens d'en parler un peu, mais un NSG, un Network Security Group, d'abord, il faut savoir que c'est un service qui est gratuit. Free to use. Et le NSG, il peut s'appliquer à la NIC d'une VM, donc à la carte réseau d'une VM. Donc une NIC représente l'adresse IP publique et l'adresse IP privée d'une VM, à minima, pardon, son adresse IP privée. C'est-à-dire que toute VM a une adresse IP privée, mais a facultativement une adresse IP publique. Et ben, le NSG, lui, il peut protéger et l'adresse IP privée et l'adresse IP publique de votre VM. Mais le NSG, il peut aussi se définir au niveau d'un subnet. Et c'est un et ou un ou, ce que je vous raconte. C'est-à-dire qu'un même NSG peut protéger une adresse IP et un subnet en même temps, ou une adresse IP mais pas un subnet, ou un subnet mais pas une adresse IP. Et donc le NSG, lui, il sert à protéger les flux d'un subnet. Donc il va filtrer le trafic entrant et sortant d'un ou plusieurs subnets. Le NSG, quand vous l'attribuez à un subnet, il doit être obligatoirement issu de la même région que le subnet à protéger. C'est-à-dire qu'un NSG, s'il a été créé en North Europe, il ne va pouvoir protéger que des subnets qui sont dans un VNet qui ont été créés au préalable en North Europe. Donc ça, c'est un point qui est aussi très important. Le NSG ne peut protéger des ressources qui sont que dans la même région que lui. Donc, on attribue un NSG à une NIC ou à un subnet et à un subnet, d'ailleurs, c'est au choix. Et ça va nous permettre de protéger les flux entrants et sortants. Donc, si maintenant je retourne dans le portail Azure, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais un NSG qui était disponible pour ma VM. On va regarder un peu. Donc le NSG en flux entrant, il est toujours livré avec des règles par défaut qu'on ne peut pas supprimer comme vous le voyez ici. C'est-à-dire que ces trois règles-là, 65 000, 65 001 et 65 500, ne sont pas supprimables. Donc la 65 000, elle dit que toutes les communications au sein d'un même VNet en flux entrant sont autorisées. La 65 001, elle dit que s'il y a un load balancer, eh ben, les protocoles entre le load balancer et la ressource qui est derrière ce load balancer doivent être autorisés. Donc ça me paraît aussi cohérent. Et pour tout le reste, la dernière, la 65 500, elle dit que tout est refusé. Et après, vous allez créer des règles avec des priorités plus élevées, donc un chiffre plus bas ici. Et ces règles-là vont avoir priorité sur les règles par défaut, qui, je vous le rappelle, ne peuvent pas être modifiées ni supprimées. Donc là, on a par exemple une règle qui dit que sur mon adresse IP, sur la machine virtuelle, eh ben, je vais pouvoir y accéder en 3389 depuis mon adresse IP publique. Et vous le voyez maintenant, si on clique sur Outbound Security Rules, on va voir qu'il y a là aussi trois règles par défaut. La première, elle dit que toutes les communications sortantes entre les subnets d'un même VNet sont autorisées. Celle-là, elle est intéressante puisqu'elle dit en gros que si vous allez sur une machine virtuelle Azure, que vous lancez un navigateur et que vous voulez surfer sur Internet, bah ça marchera. Et elle a raison, cette règle. Donc ça, plus le fait que les routes qui sont définies par défaut, donc ce qu'on appelle les default routes, disent que le 0000/0, le prochain bon réseau, c'est Internet. Donc regardez la doc, c'est ce qui est expliqué. Et ben, le filtrage plus le routage font que quand vous arrivez sur une VM Azure, que vous lancez le navigateur, vous pourrez surfer sur Internet. Et puis la troisième règle par défaut, elle dit qu'on refuse tout. Une fois qu'on sait ça, on peut créer une règle. Donc on va regarder aussi comment créer une règle ensemble. Alors là, j'ai créé une règle en 30. Donc la règle, elle peut être, la source, ça peut être any, donc c'est tout réseau distant, type Internet, etc. Ça peut être un ensemble d'adresses IP, une plage d'adresses IP. Ça peut être aussi mon adresse IP, à moi, public. Et ça peut être un service tag. Alors le service tag, ça peut être par exemple Internet, un réseau virtuel Azure,
ou ça peut être un service type Azure Load Balancer, API Management, bref, tous les services Azure qui sont possiblement nécessaires pour se connecter à une machine virtuelle via une NIC, par exemple, ou qui ont besoin d'être filtrés en termes de protocole via un NSG, tout ça va être listé par région. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de tags disponibles. Et ça va vous permettre de, au lieu d'avoir l'IP public du service distant Azure auquel vous voulez autoriser le flux ou le refuser d'ailleurs, en fait, vous allez dire, voilà, moi je veux que me connecter, enfin autoriser un flux d'une ressource qui est un API management, mais qui a été créé en France centrale. Ensuite, vous définissez les ports sources, les ports destination. Donc là, dans mon cas, je vais ouvrir le port 80, pourquoi pas, sur ma VM. Alors, destination, on retrouve les espaces d'adressage, le service tag. On verra ce que c'est un ASG plus tard, mais retenez ça. Ça, c'est important. C'est juste après qu'on voit les ASG. Et donc, les protocoles. Le protocole, soit c'est NI, donc TCP, UDP, CMP, soit vous pouvez choisir, par exemple, d'activer juste le ping. Alors, forcément, le port change, vous vous en doutez bien, hein. Mais dans mon cas, je vais dire que c'est du TCP et donc du 80-80. Je dis si c'est du allow ou du deny. Je donne la priorité, sachant que ça doit être toujours au-dessus de 100 la priorité. Donc, par exemple, 101 dans mon cas. Je nomme ma règle pour qu'elle soit facilement intelligible par moi si je regarde plus tard la règle. Et je fais un add. Et là, je viens d'ouvrir le port 80. Alors, certes, en NI, mais le port 80 sur ma machine virtuelle pour l'API Management. Donc, si ma machine virtuelle a besoin de communiquer avec un API Management qui est en région France-Centre, et en flux entrant, l'API Management pourra se connecter à ma machine virtuelle via le port 80-80. Voilà ce que je viens de faire comme règle avec vous. Je vous ai dit qu'un NSG s'attacher à une NIC, c'est là. Vous allez dans Network Interface Card, vous pouvez attacher, l'associer à une NIC ou à plusieurs. Donc, si j'avais plusieurs cartes réseau, le même NSG peut être attribué à plusieurs cartes réseau. Un NSG peut être attribué à plusieurs subnets, tant que ces subnets sont dans la même région que lui. Pareil pour la NIC d'ailleurs. Donc là, vous voyez, je peux très bien choisir VNet Prod. Et dans ce VNet Prod, j'ai deux subnets. J'ai un subnet qui s'appelle Azure Bastion Subnet et un subnet Production. Je vais choisir de protéger le subnet Production là où il y a ma VM. Donc là, j'ai attribué mon NSG en même temps à la carte réseau de ma VM et en même temps au subnet Production. Sachez aussi que vous pouvez activer la journalisation de tout ce qui se passe sur les NSG au travers de ce qu'on appelle les flow logs. Alors ça, c'est pas souvent su par les clients parce qu'ils pensent que par défaut, on log tout ce qui transite par le NSG en flux entrant et flux sortant. Non, par défaut, on ne log rien. C'est à vous de créer ce qu'on appelle un NSG flow log pour déposer dans un storage account tous les logs d'activité en flux entrant et flux sortant qui passent par votre NSG et bien entendu définir une rétention pour ne pas exploser les logs et donc votre facture à la fin. Donc ça, c'est un point important. Souvent, les clients pensent que quand on crée un NSG, on a automatiquement associé à ce NSG la journalisation de tout ce qui s'y passe en termes de flux. Et pas du tout. Il faut aller dans Create a Flow Log. Autre point, je vous ai dit qu'un NSG, c'était une succession de règles. Ces règles, elles pouvaient être attribuées au travers du NSG sur un subnet, sur des NIC. Donc, vous voyez, vous allez parfois avoir une conjonction de NSG qui vont faire le flux. Un NSG qui est au niveau du subnet, un NSG qui est au niveau de la carte réseau de la VM. Et parfois, on va s'y perdre un peu. On va se demander, ouais, mais au final, qu'est-ce qui s'applique? Vous avez la possibilité de sélectionner la VM, la Network Interface Card, et automatiquement, il va regarder toutes les règles du NSG avec les priorités, etc. Et il va vous dire, OK, voilà ce qui s'applique au final pour ma VM, pour ma carte réseau, sur ma carte réseau, etc. Alors, j'ai une question de Natouille. Si on se trompe dans la priorité des règles lors de la création, ça peut poser problème dans le sens où une règle peut activer quelque chose suivant sa priorité et une autre règle peut désactiver autre chose. Oui, tout à fait, Natouille, ça peut poser problème, d'où le fait d'avoir les effectifs Security Rules. C'est-à-dire qu'il va vous afficher les règles qui s'appliquent en prenant en compte les différentes priorités que vous avez mis
dans les règles inbound ou outbound de votre NSG. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut bien travailler sur les priorités, ici. Mais au-delà de ça, au-delà de travailler sur les priorités, il ne faut pas oublier que à tout moment, vous allez avoir sur votre NSG des règles avec des priorités différentes et que ces règles avec des priorités différentes peuvent impacter un flux en plus ou moins bien au final. Alors à ce propos, j'ai fait une petite vidéo il y a quelques semaines qui s'appelle Virtual Network Manager, un service peu connu que je vous encourage à aller voir sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, j'explique que ce qui manque au NSG, c'est le fait de pouvoir centraliser leur administration, d'avoir une interface unique pour centraliser l'administration de tous nos flux réseau. Alors on pourrait me dire, ouais, Azure Firewall le fait. Oui, c'est vrai, mais en fait, il faut savoir qu'Azure Firewall est payant. Et sinon, vous pouvez utiliser Virtual Network Manager, AVNM, Azure Virtual Network Manager, et dedans, il va créer des règles qu'on appelle des Global Rules, qui vont vous permettre de gérer tous les flux réseau dans des réseaux virtuels que vous aurez agrégés dans ce service-là. Donc, allez voir cette vidéo. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal pour vous expliquer comment pallier cette faiblesse des NSG qui est la centralisation de toutes les règles. Si on revient maintenant à ma tablette, je vous ai dit qu'un NSG pouvait s'attribuer et être associé à une NIC et qu'on pouvait avoir un autre NSG qui était attribué cette fois à un subnet. Et donc, il faudra prendre en compte la conjonction des règles et leurs priorités pour que le flux se fasse. En l'occurrence, si je veux accéder à ma VM et que je suis dans un réseau distant, donc ça peut être par exemple Internet, il faudra que le flux sur le NSG2 soit autorisé par exemple sur le port 8080, mais que pareil, j'ai autorisé ce flux sur le port 8080 au niveau de la NIC, donc du NSG de la NIC. Et si on fait ça, le flux passera. On a parlé des NSG, cette fois on va parler d'un service qui est méconnu, et je trouve ça très dommage, qui s'appelle Application Security Group, ASG. Alors, les ASG, c'est très connu, mais ça rend beaucoup de services. Je m'explique. Un ASG, c'est un conteneur. Donc, imaginez un bac. Donc, voilà, vous êtes allé acheter un bac chez Ikea. Ce bac, il est vide et vous allez le remplir. Sauf que ce que vous allez mettre dedans, c'est des cartes réseau de VM. Donc, imaginez, vous avez plusieurs VM, une dizaine de VM, et elles ont chacune une carte réseau, et vous allez prendre les cartes réseau des VM et vous allez les déposer dans le bac. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce bac-là, vous allez l'utiliser comme conteneur pour appliquer une même règle à toutes ces cartes réseau. Donc en gros, un ASG fonctionne toujours avec un NSG. Donc l'ASG, c'est un conteneur de cartes réseau qui ont besoin de recevoir le même flux. Quel est le cas concret d'utilisation d'un ASG? Imaginez que dans votre réseau Azure, dans vos réseaux Azure, vous avez plusieurs VM qui ont besoin d'avoir le port 443 en inbound qui est allow, qui est activé. Concrètement, pour faire ça, je pourrais créer plein de règles dans mon NSG en inbound pour dire, voilà, pour tel IP de tel VM, je le valide, le port 443 en entrant, etc. Et en fait, c'est pas ce qu'on va faire. On va prendre les cartes réseau des VM, on va créer un ASG qu'on va appeler par exemple ASG, je vais l'appeler 443. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une règle dans un NSG. Et cette règle, inbound, elle va dire par exemple que depuis any, si on veut accéder en 443 à des ressources Azure, la cible, c'est l'ASG 443.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est que il va autoriser le flux 443 en inbound sur cet ASG, ce qui revient à autoriser le flux en entrant sur toutes les NIC qui sont contenues dans cet ASG. Pascal, il n'y a que des NIC dans un ASG, donc ça n'est valable que pour des machines virtuelles. Et c'est gratuit. Et donc, pour que tout le monde soit au même niveau, je vais sur ma machine virtuelle. Donc là, je vais retourner sur ma machine virtuelle W2K19. Elle est là. Donc la première chose à faire, c'est que je vais créer un Application Security Group, un ASG. Donc, vous voyez, je vais dans Azure, je fais Create ASG. Alors, vous allez voir, il n'y a pas plus simple pour créer un ASG. Vous donnez le nom de l'ASG. Donc je vais l'appeler ASG 443. Vous dites dans quelle région vous le créez. North Europe. Pourquoi? Parce que je veux qu'il protège les cartes réseau de ma VM Azure. Alors imaginez qu'il y a plusieurs VM Azure. Et là, je fais un create. Donc là, j'ai créé un ASG. Mais en fait, un ASG, c'est juste un conteneur qui contient des cartes réseau. C'est aussi simple que ça. Donc là, l'ASG est créé. Et vous voyez, on ne peut rien faire sur l'ASG. Je pense que c'est un des rares services Azure où vous n'avez aucune possibilité. Il n'y a rien. On ne peut rien faire sur l'ASG. On ne peut même pas voir les NIC qui sont dans l'ASG. Autant vous le dire tout de suite, ça peut vous paraître bizarre, mais il faut savoir que moi j'ai un client une fois qui m'a demandé comment en interface graphique connaître toutes les NIC qui sont dans l'ASG. Et ben, je lui ai répondu on ne peut pas. En interface graphique, pas possible. En PowerShell, vous pouvez, mais pas en interface graphique. Donc j'ai créé mon ASG. Maintenant, je vais sur ma VM Azure, W2K19. Ici, je vais dans Network Setting, Application Security Group. Et là, vous voyez, j'ai ma carte réseau de ma VM. MyNIC PP Demo. Ça, c'est la carte réseau. Donc, elle contient une IP privée, une IP publique. Donc, cette carte réseau, je vais la joindre à mon ASG. Donc, je vais cliquer sur Add Application Security Group. Et logiquement, et d'ailleurs, c'est bon, on voit bien l'ASG. Donc là, il faudrait que je fasse ça sur toutes les VM Azure qui auraient besoin d'avoir en flux entrant le port 443 autorisé. Sauf que j'ai rajouté à ma NIC, j'ai mis ma NIC dans un ASG, mais je n'ai pas créé de règle. Il n'y a aucune règle qui autorise le port 443 en inbound. Donc là, maintenant, prochaine étape, je vais aller sur le NSG de ma carte réseau, qui est ici. Je vais créer une règle add en destination. Je vais dire que c'est un ASG. Là, il va m'afficher mon ASG et je vais lui dire que c'est le port 443 que je veux autoriser. Et donc, là, je vais donner une priorité de 102 dans mon cas. Je fais un add. Ce qui va se passer, alors vous allez me dire, pour une VM, ça ne vaut pas le coup et vous auriez raison. Mais ce qu'il faut bien imaginer, c'est si vous avez 10 VM qui ont besoin de recevoir le même flux, vous allez mettre les cartes réseau des 10 VM dans l'ASG et vous allez créer la règle, une seule règle, pour que les 10 VM reçoivent le flux 443 en entrant. Voilà ce que fait un ASG. On va parler maintenant du bastion. Alors, le bastion répond à un besoin bien spécifique. Imaginez demain, vous avez une VM qui n'a pas d'IP public. Par exemple, celle-ci, elle n'a pas d'IP public. Je n'ai pas de VPN vers cette VM. Elle n'a pas d'IP public, je n'ai pas de VPN pour y accéder, je n'ai pas de liaison ExpressRoute. Comment j'y accède? Eh bien, on vous propose d'utiliser Azure Bastion. Azure Bastion a une IP publique qui lui est attribuée. Et vous allez passer par cette IP publique en fonction d'uniquement deux protocoles, RDP et SSH, pour accéder à la machine virtuelle. Donc, encore une fois, pour faire des actions administratives. Quand on parle de RDP et SSH, c'est pour se loguer, pour faire de l'administration sur les VM. Et donc, pour pouvoir faire ça, l'utilisateur, soit il utilise le client natif, donc ça peut être le RDP, le Remote Desktop Protocol, ou ça peut être petit, soit il va passer par le navigateur, et s'il passe par le navigateur, en fait, on va encapsuler le protocole RDP ou SSH en TLS sur le port 443. Et donc, ça va lui permettre
de faire fi de toute protection, de tout proxy qui pourrait empêcher le port RDP SSH, puisqu'ils vont être encapsulés sur du 443 qui lui est toujours autorisé par les entreprises. Voilà le principe du bastion. Donc, concrètement, moi, avant cette session, j'en ai déployé un. Donc, regardez ma fameuse machine virtuelle. Elle est là. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais lui enlever son IP public. Donc, vous voyez, l'IP public, c'était 52.169.67.88. Je fais un dissociate. Et en plus de ça, je n'ai pas de VPN vers cette machine virtuelle. Donc, logiquement, je ne peux plus y accéder à cette VM. Normalement, voilà. Donc, hop. Allez. On va attendre quelques instants, mais à mon avis, voilà. Elle n'a plus d'IP public, vous voyez? Plus d'IP public. À partir de là, je vais faire un connect. Sauf qu'au lieu de faire un connect tout court, où là, le port RDP, il va me dire, bah oui, mais le problème, c'est qu'elle n'a plus d'IP public, ta VM, donc tu ne pourras plus y accéder. Donc là, je fais un connect. Et il va se rendre compte, là, il croit encore qu'il y a une IP publique, mais en fait, elle n'y est plus. Donc, il va me proposer que l'IP privé, sauf que je n'ai pas de VPN dessus. C'est pour ça qu'on vous propose d'utiliser le Bastion. Là, il a trouvé le service Azure Bastion qui gère le peering. Donc, vous pouvez en déployer un dans le hub, ce qui vous permettra d'accéder à tous vos SPOC. Vous spécifiez alors la langue du clavier. Vous spécifiez donc le login et le password. Et là, vous faites un connect. Et il va vous ouvrir un nouvel onglet dans le navigateur. Il va vous mapper le presse-papier. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire du copier-coller de texte, par exemple. Et automatiquement, il va vous permettre d'accéder à la machine virtuelle. Alors là, vous voyez, il râle. Pourquoi il râle? Parce que j'ai activé tout à l'heure le just-in-time. Et donc, il bloque le port sur le navigateur. Mais sinon, ça marcherait. C'est la logique qu'il y a derrière. Et donc, le Bastion, il va vous permettre de visualiser toutes les sessions en cours. Ça sera ici. Il va aussi vous permettre, dans la version standard, d'avoir des fonctionnalités supplémentaires, comme l'authentification Kerberos, comme le fait de pouvoir copier-coller des fichiers directement depuis le Bastion, enfin en passant par le Bastion, de gérer le client natif type petit ou le client RDP d'Azure. Vous pouvez même créer ce qu'on appelle un shareable link. Donc le principe, c'est qu'il va créer un lien unique en HTTPS. Et quand vous le communiquerez à un tiers, ça lui permettra d'accéder directement à la VM sans savoir qu'il passe par un Bastion, en fait. Alors que la VM, elle n'a pas d'IP public, vous n'avez pas de VPN dessus, etc. Donc voilà ce que permet de faire le Bastion. Moi, je trouve que c'est un super service Azure. Et il vous permet de vous connecter et de centraliser toutes les connexions parce qu'ici, il ne faut pas oublier que tous vos admins, ils apparaîtront ici en fonction du username, du protocole, de la target IP, etc. comme n'importe quel Bastion. Alors quand même, ce qui ne fait pas le Bastion, pour être transparent avec vous, c'est qu'il ne log pas les actions des utilisateurs. Il ne log pas ce qui est fait sur les VM en passant par le Bastion. Donc si un utilisateur redémarre un service sur une VM, ça ne va pas être logué par le Bastion. Il y en a qui le font, des Bastions tiers, mais celui de Microsoft ne le fait pas. Allez, dernier sujet à voir avec vous, s'il n'y a pas de questions, les Network Security Controls. En fait, ce qu'il faut prendre en compte dans cette session AZ700, c'est que la sécurité réseau, elle se fait au niveau à différents pans du système d'information. Donc, concrètement, si vous voulez contrôler votre posture de sécurité en termes de réseau, en termes de network, il va falloir utiliser la microsegmentation, par exemple via des NSG, pour créer des frontières nettes entre votre différents réseaux, qui soient pirés ou pas dans Azure, entre vos différents subnets. Et là, on a vu que les NSG, les ASG étaient là pour ça. On va pouvoir aussi activer sur des ressources Azure, au niveau des firewalls de ces ressources Azure, le contrôle des flux, tout simplement. Donc, vous avez un service pass, quel qu'il soit. D'ailleurs, je peux vous montrer, par exemple, un storage account. On peut regarder un storage account qui est quand même le disque dur de vos données dans Azure. Si on prend un storage account, ici, dans Networking, vous allez avoir toujours un firewall et vous allez pouvoir créer des règles sur ce firewall. Et ça, c'est valable pour les services pass Azure.
Donc ça, c'est le petit 2 dont je vous parlais. On va aussi vous permettre de déployer des firewalls au niveau de réseau de l'entreprise. Donc là, on fait référence par exemple à l'Azure Firewall qui se déploie pour la petite histoire dans le hub, comme on l'a déjà vu précédemment. Si besoin, vous pouvez détecter une sonde de détection et de prévention d'intrusion qu'on appelle un IDS, un IPS. Donc on peut le faire là aussi via le WAF de votre load balancer. Ça peut être par exemple l'application Gateway. Vous pouvez déployer une protection DDoS, on l'a vu, hein, standard, avec tout ce que ça comporte. On peut déployer un WAF sur mon load balancer. On peut simplifier la configuration des règles de sécurité au travers des ASG ou d'AVNM, Azure Virtual Network Manager, Azure Virtual Network Manager, AVNM, désolé pour l'écriture. Vous pouvez aussi détecter les services qui sont obsolètes ou les protocoles qui sont vieux et les désactiver. Alors ça, on peut le faire par exemple vis-à-vis de l'Azure Active Directory. Je vous montre. Enfin, qui s'appelle maintenant l'Entra ID d'ailleurs, vous pourriez me dire. Donc dans Entra ID, vous avez sur la gauche tout en bas le sign-in log. Et là, vous allez avoir la liste de tous les utilisateurs qui se sont connectés par défaut les 24 dernières heures. Vous voyez, on voit que je me suis connecté à différents services Azure, etc. Là. Et ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez faire un add filter et vous pouvez filtrer par client app. Et là, vous allez pouvoir définir dans client app les vieux protocoles, ici, que vous voulez avoir en visu s'ils sont utilisés. Par exemple, l'IMAP, le POP, le SMTP, pour ceux qui ont connu. Bah, typiquement, c'est des protocoles qui sont de moins en moins sécurisés. Et donc, je vais faire un apply et je vais pouvoir filtrer et visualiser quels sont mes utilisateurs qui ont utilisé des protocoles obsolètes pour accéder à des ressources sur Azure. Donc ça, c'était le 8e point qu'on a vu ensemble. Vous pouvez aussi mettre en place une interco entre votre réseau on-premise et Azure via une liaison VPN ou ExpressRoute. Et puis là, on vous dit de se connecter de manière privée à vos réseaux cloud via ce qu'on appelle des private endpoints. Et en dernière étape, au niveau des Network Security Control, gérer toute la couche DNS. Donc là aussi, vous pouvez héberger vos noms de domaine dans Azure, vous pouvez créer des zones DNS privées, vous pouvez utiliser les name servers d'Azure pour la résolution DNS, ou vous pouvez même installer vos propres serveurs DNS sous forme de contrôleur de domaine, par exemple, dans Azure. Alors j'ai une question de Natouille. Il faut faire tout ça dans un ordre précis pour éviter les doublons ou de zapper quelque chose. Comment être sûr que rien n'a été oublié? Eh bien, tu prends ma formation, voilà, tu prends le tableau que j'ai fait et tu le fais, on va dire, étape par étape. Network Security, Network Segmentation Boundaries, Cloud Service with Network Control, etc., etc. Mais après, tu peux commencer par l'étape 10, c'est pas très grave, Natouille. L'intérêt, c'est que tu es vraiment en visu tous les pans de sécurité à mettre en place dans Azure pour avoir un réseau fiable et robuste et avoir une posture de sécurité qui est assez bonne et assez forte par rapport aux attaques dont tu pourrais être victime. Voilà. Donc nous, on ne vous dit pas absolument de commencer par le 1, mais moi, ça me paraît logique de commencer par le 1 pour tout ce qui est NSG, par exemple. Puisque ça va filtrer les protocoles et les flux entre vos subnets et entre vos VM Azure. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette nouvelle session Twitch dédiée à la Z700. Aujourd'hui, on a abordé divers sujets ensemble. Le fait d'utiliser un service type Defender for Cloud pour avoir une posture de sécurité forte sur nos ressources Azure. Le fait d'utiliser la protection DDoS fournie par Microsoft, qu'on appelle la standard, pour pouvoir pallier à une augmentation de l'activité soudaine liée à une attaque, et pouvoir, par exemple, avoir un avoir fourni par Microsoft sur les ressources qui ont été scalées. On a vu aussi comment utiliser les NSG et les ASG pour simplifier la gestion des règles entre vos différents réseaux qui
qui soit on-premise, qui soit Internet et qui soit dans Azure. Et puis, on a terminé cette session sur les Network Security Control qui vont vous permettre tout simplement d'avoir, en fonction de différentes check-ups, checklists, une gestion de la sécurité de vos réseaux et de vos flux qui peut aller vraiment en profondeur, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les différents pans, que ça soit l'IDS, l'IDPS, le déploiement des DOS, la segmentation réseau à travers des NSG, des ASG, etc. Le déploiement d'un WAF, l'utilisation dans le Hub and Spoke d'un Azure Firewall pour router les paquets et filtrer les flux, etc. Et un dernier point, on a parlé bien entendu du Bastion, qui est un service qui va vous permettre de se connecter en RDP ou en SSH à des machines virtuelles Azure qui n'auraient pas forcément d'IP public et pour lesquelles vous n'auriez pas de VPN pour pouvoir y accéder. J'espère que cette session vous a plu. À bientôt tout le monde. Salut!